Bonjour et bienvenue. On va s'attaquer aujourd'hui à une idée reçue, une idée qu'on a tous plus ou moins apprise, celle du marché parfait, parfaitement équilibré. On va voir que la réalité, elle est beaucoup plus intéressante. C'est un monde de stratégie, de rivalité, bref, de jeu de pouvoir. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est ça. Est-ce que les marchés sont un terrain de jeu équitable, où tout le monde part avec les mêmes chances, ou est-ce que ça ressemble plus à une immense partie d'échecs où chaque mouvement est mûrement réfléchi? C'est tout l'enjeu de notre discussion. D'un côté, on a l'image d'Épinal, le modèle qu'on trouve dans tous les manuels d'économie, la fameuse concurrence pure et parfaite. Imaginez plein de petites boîtes qui vendent exactement la même chose, où tout le monde sait tout, une sorte de monde idéal. Et puis, de l'autre côté, il y a la vraie vie, notre réalité. Un monde dominé par quelques géants, par des marques ultra puissantes, et où tout est stratégie pour garder une longueur d'avance. Et c'est justement là, pour comprendre ce bazar, qu'intervient ce qu'on appelle l'économie industrielle. Son point de départ, ce n'est pas le rêve, c'est le réel. Elle s'en fiche de savoir comment les marchés devraient être. Non, ce qui l'intéresse, c'est de comprendre comment ils fonctionnent vraiment. Comment ces grandes entreprises agissent, quelles stratégies elles déploient pour imposer leurs règles. Alors, pourquoi ce beau modèle parfait s'effondre-t-il dans la pratique? C'est assez simple en fait. D'abord, les produits ne sont jamais vraiment identiques. Pensez-y. Une marque, un logo, une réputation, ça change tout. Ensuite, la plupart des marchés importants sont tenus par une poignée de mastodontes. Essayez de lancer une nouvelle compagnie aérienne demain. Bon courage. Il y a des barrières énormes. Et enfin, l'idée que tout le monde a une information parfaite, c'est juste une utopie. En fait, quand on y regarde de plus près, la plupart des grands marchés qu'on côtoie tous les jours, ce sont des oligopoles. Les télécoms, c'est un oligopole. Le transport aérien, pareil, on pense tout de suite à Airbus et Boeing. À chaque fois, c'est la même histoire. Ils sont une poignée, quelques-uns seulement, à se partager l'énorme gâteau. Alors, un oligopole, qu'est-ce que c'est exactement? C'est simple, c'est un marché avec juste quelques entreprises. Mais le truc le plus important à comprendre, c'est ce qu'on appelle l'interdépendance stratégique. En gros, ça veut dire que l'entreprise A ne peut rien faire sans penser à ce que va faire l'entreprise B. C'est comme une partie de poker. On ne joue pas seulement ses cartes, on joue aussi en fonction des réactions qu'on attend des autres joueurs. Et là, on plonge en plein dans un jeu de stratégie grandeur nature. Chaque décision, absolument chaque décision, devient un coup tactique. Une baisse de prix, c'est une attaque. Un nouveau produit, une contre-attaque. Pour survivre, il faut sans arrêt deviner le prochain coup de l'adversaire. Et dans cette arène, il y a en gros deux façons de se battre. La première, c'est la guerre des prix. C'est ce qu'on appelle le modèle de Bertrand. C'est la méthode brutale. On baisse son prix juste en dessous de celui du concurrent et hop, on lui pique tous ses clients. C'est tentant, mais hyper dangereux. L'autre stratégie, c'est de se battre sur la quantité. Ça, c'est le modèle de Cournot. L'idée n'est pas de casser les prix, mais de choisir combien on va produire pour que les prix restent intéressants pour tout le monde. Cette guerre des prix, ce n'est pas juste de la théorie. Écoutez ce que disait le patron d'AMD en 2006, en pleine bataille contre Intel. Il disait en substance, cette guerre des prix est ridicule, ils cassent les prix et on n'a pas le choix, on est obligé de les suivre. On sent bien le désespoir, hein. C'est une spirale infernale. Et le résultat de cette bataille, un vrai carnage. Pour tout le monde. AMD a fini l'année dans le rouge avec des pertes, et même le géant Intel, le grand gagnant apparent, a vu ses profits s'effondrer de 42%. C'est la définition même d'une course vers le fond. Mais l'autre approche, celle où on se bat sur les quantités, est, disons, plus fine. Le raisonnement est différent. Si tout le monde se met d'accord, même tacitement, pour ne pas inonder le marché de produits, alors l'offre reste limitée. Et si l'offre est limitée, les prix restent hauts, et si les prix restent hauts, les profits sont bons pour tous les joueurs. Pour vraiment piger ce dilemme, imaginons un scénario. On a deux boîtes, la firme A et la firme B. Chacune peut faire deux choses, soit produire peu, soit produire beaucoup. Si elles s'entendent et produisent toutes les deux peu, elles gagnent 225 chacune. C'est le jackpot collectif, le meilleur résultat pour le groupe. Mais la logique individuelle va les emmener ailleurs. Suivez bien le raisonnement. Alors, mettons-nous dans la tête du patron de la firme A. Il se dit quoi? Ok, imaginons que B décide de produire peu. Qu'est-ce que j'ai intérêt à faire? Produire beaucoup, bien sûr. Je gagne 250 au lieu de 225. Maintenant, deuxième cas de figure. B produit beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Je produis beaucoup aussi, parce que 200, c'est toujours mieux que 187. Donc, peu importe ce que fait son concurrent, la meilleure option pour la firme A, c'est toujours de produire beaucoup. Et comme la firme B fait exactement le même raisonnement, le résultat est inévitable. Les deux vont produire beaucoup et se retrouver avec 200 de profit chacune, moins bien que ce qu'elles auraient pu avoir en coopérant. Et voilà, ce résultat, moins 200 pour A, 200 pour B, moins 1 non. C'est ce qu'on appelle un équilibre de Nash. Pourquoi équilibre?
Parce qu'une fois qu'on est dans cette situation, plus personne n'a intérêt à bouger, du moins tout seul. Si A a décidé de produire moins, il perdrait de l'argent. Idem pour B. Ils sont coincés. C'est ça, le paradoxe. Un équilibre parfaitement rationnel pour chacun, mais qui est collectivement moins bon. Ce petit jeu, c'est l'illustration parfaite de la raison pour laquelle la coopération est si difficile. Même si tout le monde sait que s'entendre serait plus profitable, il y a toujours cette petite voix qui dit « Et si l'autre me trahit ?» Et puis il y a l'autre petite voix qui dit « Et si moi je trahissais pour gagner encore plus ?» Entre la peur et la tentation, le résultat est souvent le pire pour tout le monde. Bon, mais à la fin, pourquoi est-ce que tout ça est si important? Eh bien parce que cette partie d'échecs entre géants, elle a des conséquences très concrètes sur nos vies. C'est ça qui fixe le prix des forfaits mobiles ou des billets d'avion. C'est ça qui décide s'il y aura 3 ou 10 marques de yaourt au supermarché. Et c'est aussi pour ça qu'il existe des gengrammes de la concurrence, qui surveillent que ces entreprises ne s'entendent pas en secret sur notre dos. Finalement, la grande leçon, c'est peut-être ça. Ce marché imparfait, ce monde de stratégie et de coups bas, ce n'est pas une erreur dans le système. C'est le système, tout simplement. C'est comme ça que ça marche. Le marché, ce n'est pas une belle mécanique bien huilée, c'est une arène. Alors voilà une pensée à garder à l'esprit. La prochaine fois qu'on tombe sur une promotion qui semble trop belle pour être vraie, on peut se poser la question, est-ce que c'est une super affaire pour le client ou est-ce que c'est une arme pointée sur un concurrent? Une manœuvre dans cette guerre invisible qui se déroule au-dessus de nous. Grâce à l'économie industrielle, on sait maintenant que la réponse, elle n'est pas toujours aussi simple qu'on le pense.